Nous sommes le mercredi 27 août. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi. Bienvenue à cette nouvelle émission de la Une. Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être des nôtres encore ce matin. Une journée, une matinée peut-être un peu plus remplie pour plusieurs familles parce que c'est dans bien des écoles la rentrée. En fait, c'est une rentrée qui se déroule sur presque une semaine. Maintenant, voyez, moi, mes enfants commencent mardi prochain seulement. Alors, c'est la première fois que l'école commence après la fête du travail. Mais pour certains, c'est aujourd'hui. D'autres ont commencé hier, d'autres demain. Mais bref, on va marquer le coup de la rentrée scolaire, surtout au primaire, évidemment, et au secondaire, avec toutes sortes de nouvelles règles. Entre autres, évidemment, ce qui retient beaucoup l'attention, c'est l'interdiction du cellulaire. On va faire le point également sur le manque d'enseignants, d'enseignantes dans les salles de classe. Jean-Philippe Robillard sera avec nous un peu plus tard pour un portrait à cette heure-ci de la rentrée scolaire un peu partout. Et c'est vrai au Québec, mais c'est vrai dans toutes les provinces. On est vraiment dans cette semaine de rentrée scolaire. Sinon, on va revenir sur SACLIC également avec Marie-Michel Bordua. C'est hier qu'Éric Kerr a commencé son témoignage. On avait entendu des gens de son bureau témoigner avant, mais là, Éric Kerr, ancien ministre responsable de la cybersécurité et de la transition numérique, a commencé hier son témoignage. Puis on a eu la confirmation que François Legault également allait se présenter la semaine prochaine devant le commissaire Galland. Véronique Méran est avec moi en studio à cette heure-ci. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Alors, à la météo pour cette journée de rentrée du beau temps. Parfait pour la Bon, rentrée. tant mieux. Quand on aime ça, quand il pleut pas, quand il fait pas trop chaud, Oui, c'est ça. va mieux pour prendre ses repères dans la cour d'école. Souvent, on attend longtemps, on fait les groupes et tout. Alors, je dirais que pour la plupart des régions aujourd'hui, là, c'est une belle journée. Les températures similaires à ce qu'on a connu hier. Il a fait 21 à Montréal, 21, 22 encore aujourd'hui. Plus de soleil. Il y avait pas mal de nuages hier par moment. Plus de soleil aujourd'hui. On maintient les vents d'ouest, là, une vingtaine de kilomètres à l'heure. Donc, fond d'air qui est un petit peu frais. On y va jusqu'à 22 aujourd'hui. C'est pour Montréal, l'Estrie, Laurentides, Lanaudière, Québec, secteur de l'Outaouais. La nuit prochaine, ça va varier entre 8 et 13 degrés. Un ciel qui aura quelques nuages. Et la journée de jeudi, elle sera plus variable. Donc, plus variable à Montréal et en Estrie, vers Québec également. Les Laurentides, on aura des nuages et quelques averses en après-midi. Du côté de l'Outaouais, il y aura des averses en après-midi aussi. Les températures remontent un peu demain, 23, 24 degrés avec des vents du sud-ouest un petit peu plus soutenus. Les régions de Montréal et le secteur de l'Estrie, on aura des averses vendredi après-midi seulement. Donc, jeudi, demain, là, c'est surtout les Laurentides et l'Outaouais qui seront touchés. Les autres secteurs, ça va se faire au cours de la nuit de jeudi à vendredi ou encore vendredi en cours de journée. Bon, si vous êtes du côté de l'Abitibi, la journée est agréable également. Le soleil est là ce matin. On aura des nuages cet après-midi. On atteint la vingtaine de degrés. Il y a des averses à venir ce soir. Pour ce qui est du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, ciel variable dans l'ensemble. La probabilité d'averse, elle est quand même faible. C'est du 30 cet après-midi. C'est de l'air instable essentiellement derrière le passage du front. 19 à 22 degrés, là aussi, davantage de soleil demain. Pour tout l'est du Québec, on maintient les mêmes températures en place. En territoire ontarien aussi, ça se ressemble beaucoup côté Mercure. 20-23 sur l'ensemble du territoire. Nuages éclaircis. On aura quelques averses orages sur la portion nord en après-midi. Sinon, ça ira ce soir vers le centre de l'Ontario. Secteur de Toronto, Windsor, Ottawa, c'est plutôt variable. On y va avec encore ce soleil et cette chaleur dans l'ouest canadien. Les avertissements de chaleur sont toujours en vigueur du côté de l'Alberta. 31-33 degrés sous le soleil, ce sera comme ça jusqu'à dimanche inclusivement. Vers le sud de la Saskatchewan et du Manitoba, on n'a pas émis d'avertissement, mais les températures frôlent quand même la trentaine de degrés, ciel variable dans l'ensemble. Donc, du beau temps et du temps très chaud dans l'ouest, du temps plus frais pour les régions de l'est où nous sommes. Et retour de la neige dans le nord du Québec. Okay. J'ai comme eu peur un peu. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Dites-vous, là, pour ceux qui pensent que l'été est terminé parce qu'il fait frais en ce moment, là, c'est pas fini. Là. Non. Début septembre, ça va remonter les températures. Okay. Là, il y a encore du 26-28 degrés possible. On ne range pas les vêtements d'été tout de suite. Tout de suite. OK, c'est noté. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Ça sort. Fin de match!
Et voici Félix Auger-Aliassime au deuxième tour au US. Olivier Pellerin se joint avec nous pour parler de sport et de tennis en premier lieu. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, on a compris que ça a bien été pour Félix Auger-Aliassime, mais pour tous les Canadiens aux internationaux des États-Unis. Oui, tous les Canadiens, en fait, les deux qui étaient en action hier dans le tableau masculin. Tout d'abord, Denis Shapovalov qui a été le premier à s'exécuter hier à Flushing Meadows à New York. Donc, il affrontait le Hongrois Marton Fucsovics, un match qui aurait pu être un match piège pour Denis Shapovalov dès le premier tour. Et pourtant, ça a été vraiment une très bonne rencontre pour lui. Une victoire en 3 manches de 6-4, 6-4, 6-0, ce qui lui permet de franchir le deuxième tour, tout comme Félix Auger-Aliassime, vous l'avez entendu, une victoire lui aussi en 3 manches face au Britannique Billy Harris. Billy Harris qui est 151e raquette mondiale, donc il n'y avait pas nécessairement là un gros défi devant Félix Auger-Aliassime hier, mais de beaux sursauts quand même du Britannique. Mais Auger-Aliassime a été parfait, donc ça a été rassurant pour lui. Lui aussi accède donc au deuxième tour. Il y a eu plusieurs têtes de série, entre autres hier, qui se sont exécutées et qui ont aussi remporté leur première rencontre. Entre autres, le numéro 1, Yannick Sinner, le numéro 1 mondial chez les hommes, qui s'est exécuté hier, une victoire en 3 manches pour lui. Il y a aussi Iga Swiatek qui a passé au deuxième tour, ainsi que Naomi Osaka. Donc, une journée assez bien menée là, pour les têtes de série. Puis aujourd'hui, il faudra surveiller la seule Canadienne qui sera en action, c'est Leilani Fernandez, qui est 31e tête de série du tournoi à New York. Elle affronte la Française Elsa Jacquemot pour son match de deuxième tour. Au baseball, la relève des Blue Jays leur a coûté le match face aux Twins hier, aux Twins du Minnesota. Ça a été un match difficile à accepter, un résultat probablement très difficile à accepter parce que les Blue Jays de Toronto en 5e manche menaient ce match 4-0 et ils ont vu cette avance fondre face aux Twins du Minnesota qui ont remporté le match 7-5. Et entre autres, Jeff Hoffman, le releveur des Blue Jays, qui a connu une sortie difficile, lui qui a accordé 2 coups de circuit lors de son arrivée en fin de match. Donc, une défaite difficile parce que ça permet donc aux plus proches poursuivants des Blue Jays de Toronto dans la division Est de l'Américaine, entre autres les Red Sox de Boston, de gagner du terrain, eux qui sont à 4 matchs des Blue Jays. Donc, on suivra la fin de cette série des Twins. Et en fin de match, on avait la chance peut-être de niveler la marque. C'est Vladimir Guerrero qui était au bâton et malheureusement pour lui, il a frappé un ballon au champ droit. Et c'était donc terminé pour les Jays qui ont échappé celle-là hier après cette avance qui s'était forgée en début de match. Au volleyball, les Canadiennes terminent la phase de groupe ce matin. Au championnat du monde, c'est en Thaïlande. Oui, et le match débute en ce moment, là, dans les prochaines minutes, ça devrait se débuter, ce match, ce dernier match, 3e de la phase de groupe du Canada, c'est contre la Turquie. C'était la grosse pointure du groupe du Canada. Elles sont 6e au monde. Elles étaient favorites pour terminer première. Avec une victoire pour le Canada, ça serait confirmé pour elles. Le Canada qui a remporté ses 2 premiers matchs et qui a fait belle figure, entre autres contre l'Espagne, même si ça a été en 5 manches, là, quand même, elles ont réussi à bien replacer leur jeu pour aller chercher cette victoire importante. Donc, la place en phase éliminatoire est déjà confirmée. Reste maintenant à savoir contre qui joueront les Canadiennes. Et ce match d'aujourd'hui contre la Turquie est important pour déterminer tout ça. Le Canada qui pointe présentement au 12e rang du classement mondial. Donc, c'est Antoine Deshaies et Vincent Dumas qui vous accompagneront lors de cette rencontre. C'est sur tout.tv. Donc, gardez votre radio ouverte, ouvrez votre ordinateur, faites les deux en même temps, puis vous aurez quand même des résultats et du bon volleyball à vous mettre sous la dent. Et c'est aux mondiaux en Thaïlande, bien entendu. Excellent. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Oui, ce qui a peut-être davantage retenu l'attention que les témoignages entendus hier à la commission Galland, c'est cette nouvelle à l'effet que le premier ministre du Québec, François Legault, va témoigner donc à la commission Galland qui enquête publiquement sur les ratés du virage informatique à la Société de l'assurance automobile du Québec. Marie-Michel Borduas est en studio avec nous. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Mathieu. Donc c'est officiel, c'est la semaine prochaine que ce témoignage est attendu. Voilà, il a reçu une assignation à comparaître et Radio-Canada a pu confirmer que ça va se faire mardi. François
François Legault va donner donc sa version des faits devant la commission qui doit faire la lumière sur cette coûteuse transformation numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec. Et donc, il sera questionné sur ce qu'il savait, sur ce qu'il a fait. Est-ce que les informations concernant les dépassements de coûts se sont rendues jusqu'à lui? Jusqu'ici, dans ce qu'on a entendu, il n'y a rien qui démontre qu'il était au courant de l'ensemble du dossier, même si des membres de son bureau avaient été avisés dès 2020. Mais le nom de François Legault, il a été entendu la semaine dernière à la fin du témoignage de Geneviève Guilbeault. Par exemple, dans un courriel daté du 21 décembre 2024 qui lui était adressé, la ministre des Transports se vidait le cœur sur la gestion de la crise par la SAC. Elle écrivait alors: hors de question que je ramasse ce merdier encore une fois sans qu'il se passe quoi que ce soit. Et réponse du premier ministre: tu peux compter sur moi. Mais jusqu'ici, son nom avait très peu le ressorti des témoignages. On verra sa version des faits la semaine prochaine, mais il ne sera pas le seul à témoigner. Il y a des gens de son entourage, son entourage très, très proche qui vont aussi témoigner. Oui, de sa garde rapprochée. Son chef de cabinet, son bras droit, en fait, Martin Koskinen, l'ex-secrétaire général du Conseil exécutif aussi, Yves Ouellet. Il était à ce moment le plus important fonctionnaire du gouvernement. Dans une déclaration qui nous a été acheminée, le cabinet de François Legault écrit là que le premier ministre va collaborer pleinement aux travaux et que c'est important pour lui que les Québécois aient toutes les réponses. Je ne sais pas si ça a changé la date du remaniement ministériel que François Legault doit annoncer, parce qu'on sait que depuis quelques jours déjà qu'après la fête du travail, il devait annoncer un remaniement ministériel. Son témoignage de la semaine prochaine, mardi, vient peut-être changer ses plans. On verra. En tout cas, la semaine prochaine risque d'être très occupée, mais encore aujourd'hui, retour de l'ancien ministre de la cybersécurité qui a témoigné qui a commencé plutôt son témoignage hier après-midi. Il affirme que la reddition de comptes est complexe au gouvernement. Ouais, un début de témoignage d'Éric Kerr plutôt technique. Il n'est pas encore entré là, au cœur du fiasco SACLIC, mais de façon générale, il explique que le suivi des travaux des différents projets informatiques au gouvernement du Québec, il était très ardu avant la création du ministère de la cybersécurité et du numérique. Ça, c'était en 2022. Et selon l'ancien ministre, il pouvait s'écouler des années avant qu'un problème soit détecté. Voici comment il décrit la chose. Pour les projets importants, je pense que la mise à jour se faisait annuellement. Puis les projets donc les projets non qualifiés, parce que je sais qu'on vous a parlé des projets qualifiés, non qualifiés. Les projets non qualifiés, c'était aux 2 ans. Fait qu'on n'a pas... le poisson, il est plus frais, là, rendu là. On n'a pas... Alors ça on change ça pour demander une reddition de compte mensuelle. Éric Kerr a aussi été questionné sur sa rencontre avec la SAC. Il a raconté avoir rencontré une première fois en 2019 la haute direction, dont le directeur du projet CASA, Carl Malenfant, et la PDG de l'époque, Nathalie Tremblay. Il dit ne pas avoir beaucoup de souvenirs de cette rencontre, mais avoir été marqué par la présence d'un auditeur externe, la firme EY, parce qu'il n'a pas vu souvent ça dans les projets au gouvernement. Il a ajouté que cette démarche-là le rassurait. Il a aussi expliqué que le projet CASA n'était pas sur son radar. On peut l'entendre. CASA, c'est un projet qui est géré par une société d'État. On est très frileux sur le risque d'ingérence politique. Donc, on ne se met pas les mains dans une société d'État à moins que ce soit absolument nécessaire, et surtout pas quand on n'est pas le ministre du portefeuille. De deux, CASA n'est pas sur le radar des projets qui vont mal. Alors, suite de son témoignage aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. C'est Gabriel Lemarquand-Perrault que je retrouve à Ottawa dans notre studio pour la revue de presse. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu. Dans la presse, en une de la presse de ce matin, des propriétaires de bars et de restaurants de Montréal qui vivent un calvaire en raison de tentatives d'extorsion menées par le crime organisé. Dossier de Daniel Renaud à lire ce matin, la une de la presse. Des documents d'enquête qui lèvent le voile sur les méthodes employées pour faire plier 2 copropriétaires de plusieurs établissements montréalais, des restaurants, des bars aussi. Des coups de feu tirés sur la maison de l'un d'eux et sur leur bar en présence de clients, des lettres menaçantes aussi. En moins d'1 an, les copropriétaires de l'entreprise A5 Hospitalité ont été visés à une dizaine de reprises par des gestes violents d'intimidation. Des informations qui se trouvent dans un document judiciaire récent sur l'enquête visant à élucider les coups de feu tirés en mai dernier sur l'un des bars de l'entreprise sur l'avenue du Mont-Royal. Et selon les documents et selon Daniel Renaud de la presse, le groupe Arab Power, un groupe émergent qui veut prendre de plus de place sur l'échiquier du crime
crime organisé montréalais serait derrière ces menaces. Alors, le groupe A5 Hospitalité possède 13 établissements à Montréal et près de la moitié d'entre eux ont été visés par ce groupe. Le groupe s'attaque à l'entreprise parce qu'il veut entrer dans tous ces établissements pour offrir une protection, ainsi s'assurer que les motards ou les autres groupes criminalisés n'aient plus de contrôle sur ces établissements. Alors, Daniel Renaud qui a contacté le groupe A5 Hospitalité qui n'a pas voulu commenter l'affaire. Les départs qui continuent de s'accumuler chez Santé Québec, nous dit le Journal de Montréal. Oui, à la une ce matin, le Journal de Montréal qui révèle qu'une autre responsable, une autre dirigeante quitte le navire. Une autre responsable de l'informatique, en fait, c'est Mariam Vafé qui a été vice-présidente adjointe à la transformation numérique des pratiques cliniques chez Santé Québec. Elle doit partir le 19 septembre prochain, révèle le Journal de Montréal. Il s'agit d'un départ volontaire pour des raisons personnelles, mentionne la porte-parole de Santé Québec, mais elle faisait partie quand même de la garde rapprochée de l'ancien VP exécutif de Santé Québec, Frédéric Abergel, qui avait perdu son poste, rappelez-vous, en mars dernier. C'est une ancienne de l'hôpital d'Ottawa et un autre départ donc à la direction de Santé Québec depuis sa mise en activité en décembre 2024. Une majorité de Canadiens estiment que leur pays est plus dangereux qu'il y a 5 ans. Et c'est la une ce matin du National Post qui révèle que 6 Canadiens sur 10 estiment que leur pays est plus dangereux qu'il y a 5 ans, avant que la Russie, bien sûr, n'envahisse l'Ukraine et que l'Inde ne soit impliquée dans ce meurtre d'un Canadien sikh et que le pays soit confronté à l'ingérence étrangère. En fait, seulement 3% des Canadiens estiment que leur pays est un endroit plus sûr aujourd'hui qu'il y a 5 ans, selon ce sondage ECOS réalisé en janvier pour le compte du SCRS, le Service canadien du renseignement et de sécurité, est récemment publié en ligne. Pas surprenant, nous dit le SCRS, que les données recueillies indiquent que les Canadiens sont désormais beaucoup plus susceptibles de penser que leur pays est devenu plus dangereux qu'il y a 5 ans. Mais derrière ces chiffres, mentionne le Post, se cache une tendance beaucoup plus préoccupante pour le SCRS. En fait, la confiance des Canadiens dans la capacité de l'agence à les protéger contre des menaces est en baisse, une baisse de 10 points de pourcentage par rapport à 2021. Alors, sondage qui a été réalisé auprès de 2045 Canadiens, dont 1040 répondants en ligne entre le 9 et le 22 janvier 2025, une marge d'erreur de plus ou moins 2,2 19 fois sur 20. Et vol test réussi après plusieurs ratés pour la méga fusée Starship de SpaceX. Vous avez un texte notamment dans la presse ce matin et sur le site du Courrier international, la méga fusée Starship de SpaceX qui a pris son envol hier pour un vol d'essai couronné de succès. Un soulagement pour l'entreprise spatiale d'Elon Musk, rapporte le site space.com. Donc le vol qui était initialement prévu dimanche, qui avait été reporté après une série d'explosions. Mais hier, tout s'est bien déroulé. Le vaisseau qui a choisi par la NASA pour envoyer ses astronautes sur la Lune et sur Mars a notamment réussi ses manœuvres de déploiement de satellites et son retour sur Terre en immersant comme prévu dans l'océan Indien. Gabriel Lemarquand-Perrault, merci beaucoup. Bonne journée à demain. Journée là. Oui, c'est la semaine de la rentrée. C'est déjà commencé dans certaines écoles. Aujourd'hui, ça va se faire au Centre de services scolaires de Montréal, le plus gros au Québec. Et d'autres élèves vont continuer à retrouver les bancs d'école demain et même la semaine prochaine. Ça se fait sous le signe quand même cette année d'une certaine incertitude en raison des restrictions budgétaires imposées par le gouvernement. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Et ce qui préoccupe aussi beaucoup d'élèves, c'est cette interdiction des cellulaires partout dans les écoles. Oui, parce que les cellulaires et les autres appareils électroniques, comme les tablettes par exemple, sont désormais interdits dans les écoles du début jusqu'à la fin des cours, incluant, Mathieu, pendant les pauses et également sur l'heure du dîner. Interdiction dans l'école, mais également dans la cour des établissements scolaires. Alors, c'est une mesure qui va bien sûr bousculer les habitudes des élèves, des enseignants également. Et la façon dont ça sera appliqué, ce nouveau règlement et les sanctions qui s'y rattachent, là, ça, Mathieu, ça varie, ça va varier là, d'une école à l'autre, mais pour de nombreux directeurs d'école qui appuient la mesure, il faut le mentionner, ça sera tout un défi de faire appliquer ce nouveau règlement. On écoute Francis Côté, le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement.
si on parle de techniquement appliquer le code de vie, avoir de la surveillance, faire la police, c'est certain que c'est un casse-tête supplémentaire. Par contre, dans l'application, est-ce que les directions d'école vont se promener dans le corridor et jouer à la police? Non. Que répond le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville? Le ministre Drinville croit que les élèves, Mathieu, vont s'adapter, qu'ils vont apprendre à vivre sans téléphone cellulaire, il faudra voir, et que la transition, elle va bien se faire, on l'écoute. Moi, je comprends très bien qu'il y a des élèves qui soient récalcitrants. Moi, je pense que la transition va bien se faire. Ça va prendre un certain temps. Il va y avoir un processus d'adaptation. Je pense qu'on va, par ces mesures-là, contribuer à créer au sein de nos écoles un climat plus respectueux. Et quand le ministre parle de climat plus respectueux, il y a également un autre changement qui va dans ce sens-là. Tous les élèves doivent désormais vouvoyer les enseignants et les membres du personnel de l'école. Et quand ils s'adressent à eux, bien, les élèves doivent maintenant dire « monsieur » ou encore « madame ». Rentrée où, encore une fois, le manque de personnel préoccupe les directions d'école, Jean-Philippe. Oui, comme c'est le cas depuis plusieurs années, il manque de personnel dans les écoles. Il manque bien sûr d'enseignants. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation, il manque toujours près de 2800 enseignants dans les écoles. Ça, il faut mentionner, Mathieu, que c'est 2 fois plus qu'à la fin de l'année scolaire. Et même si à l'heure actuelle, il y a 97% des postes de professeurs qui sont comblés, bien, ça fait quand même qu'il y a des élèves qui n'auront pas nécessairement des enseignants qualifiés et attitrés dans leur classe. Et ça peut faire en sorte qu'il y a du roulement de personnel dans les classes ou encore qu'il y a des enseignants non légalement qualifiés. Le ministère de l'Éducation doit dévoiler ce matin de nouveaux chiffres, semble-t-il, à ce sujet-là. On n'a pas encore de chiffres non plus, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait également un manque de personnel pour personnel de soutien, les professionnels également, comme les orthophonistes dans nos écoles, parce qu'à la fin de l'année scolaire, il manquait plus de 700 professionnels dans les écoles. Et malgré le réinvestissement qui a été annoncé par le gouvernement du Québec, il y a des professionnels à qui j'ai parlé. C'est le cas d'une psychoéducatrice, c'est le cas d'une orthophoniste qui attendent toujours à la maison que le téléphone sonne, on l'écoute. Je vous avouerai que je suis encore un peu dans l'espoir qu'il y ait un miracle qui se passe puis qu'on me dise que je peux retourner travailler en scolaire. Bien, c'est sûr que les orthophonistes qui ont un poste vont avoir des mandats plus lourds que les années précédentes. En gros, elles vont devoir desservir plus d'écoles dans le même nombre d'heures. C'est sûr que ça va avoir un impact sur le service aux élèves. Les orthophonistes vont devoir faire des choix pour prioriser certaines classes, certains élèves. Puis, c'est déjà quelque chose qu'on avait à faire. C'est pas comme si nos mandats étaient pas gros dans les années précédentes. Fait qu'inévitablement, c'est sûr qu'il y a des élèves qui vont pas recevoir le soutien dont ils auraient besoin. Oui. Alors, rentrée à suivre. Vous serez sur le terrain, d'ailleurs, ce matin. On se reparlera dans les radios-journaux. Merci. Bonne journée, Jean-Philippe. Voilà pour cette édition d'À la Une à surveiller aujourd'hui. Évidemment, cette rentrée scolaire, la suite de la commission Galant, poursuite du témoignage d'Éric Kerr. Mark Carney qui est toujours en Europe pour ce voyage, donc, dans lequel il a visité, entre autres, au cours des dernières heures, la Lettonie. Et conférence de presse du chef de l'opposition à Ottawa, Pierre Poilievre, un peu plus tard aujourd'hui. Vos équipes du matin prennent la relève dans quelques secondes. Bonne journée.